Bonjour et shalom pour ce nouveau magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique intitulé Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient. Nous avons choisi de faire aujourd'hui le point sur un sujet qui agite beaucoup en ce moment la scène diplomatique régionale, à savoir le volet économique du plan Trump, ce fameux programme de l'administration américaine non encore divulgué, il faut le dire, et mis au point par le président Donald Trump et son entourage, lequel est surnommé, avec pas mal d'ambition, le plan du siècle, car il serait censé pouvoir mettre un terme au conflit entre les Arabo-Palestiniens et Israël qui dure depuis plus d'un siècle. Alors rappelons quelques données de référence pour situer notre analyse. Tout d'abord, l'administration Trump a donc levé voilà quelques jours le voile sur le registre économique de ce plan du siècle. Ainsi, en une démarche qui a pas mal surpris les spécialistes en affaires américaines, alors que les spéculations allaient jusque-là bon train sur les dates possibles pour la publication de ce plan, eh bien la Maison-Blanche a annoncé le 19 mai dernier qu'un grand forum économique international intitulé « Une paix pour la prospérité » était convoqué les 25 et 26 juin prochains à Manama, la capitale du Bahreïn, en présence des délégués de l'Union européenne, en principe, d'Asie, du monde arabe et de certains businessmen palestiniens. Constituant donc le premier volet de l'aspect économique de cette vaste initiative de paix américaine, ce forum, lors duquel en principe sera publié l'ensemble des chapitres économiques de ce plan, eh bien ce forum prendra la forme d'un atelier de travail et de concertation. Ainsi, d'après un haut responsable de l'entourage de Trump, son but sera, je cite, de faciliter les discussions sur une vision ambitieuse pour le peuple palestinien et toute la région, incluant une mise en valeur de la gouvernance économique, du développement du capital humain et l'accélération de la croissance du secteur privé, le tout assorti d'une approche explicite afin d'élever le niveau de vie des Palestiniens. Fin de citation. Plus concrètement, ce forum de Manama sera en fait une conférence de donateurs, on peut l'appeler comme ça, prêt à investir des milliards de dollars. On parle entre autres de la coquette somme de 68 milliards, au bénéfice des économies pas seulement palestiniennes, mais aussi jordaniennes, égyptiennes et libanaises. Constituant donc une décision de dernière minute de Trump pour commencer à dissiper le secret assez hermétique qui a jusque-là enveloppé son plan, eh bien, l'annonce de ce forum au Bahreïn a constitué une sorte de scoop, puisque le volet économique de ce programme aura donc précédé son contenu politique, dont la révélation devra encore attendre. Deuxième remarque, alors qu'Israël sera bien sûr aussi invité à Manama et en principe représenté par l'actuel ministre des Finances Moshe Kahlon, ou le ministre sortant des Finances, eh bien l'autorité palestinienne et son président Mahmoud Abbas ont immédiatement annoncé qu'ils ne participeraient pas à ce forum pour la simple raison qu'ils rejettent en bloc le plan Trump qui, selon eux, je cite, n'a pas pris en compte les intérêts palestiniens et n'a en fait tenu compte que des intérêts israéliens. Et aussi parce que ne seront abordés, d'après les Palestiniens à Manama, aucun des dossiers politiques les plus pressants, à savoir le tracé des frontières, l'avenir des localités juives de Judée-Samarie, le statut de Jérusalem, etc. Notant que sans les Palestiniens, ce forum au Bahreïn sera un échec patent, d'autant que la Russie et la Chine réservent leur réponse. Pour l'instant, eh bien, Saeb Erekat, le négociateur en chef de l'autorité palestinienne, a appelé le 25 mai tous les pays à ne pas se rendre à Manama. C'est ainsi que, qualifiant dans sa langue de bois habituelle l'administration Trump, je cite, de pierre angulaire de l'idéologie d'extrême droite israélienne, en l'accusant de semer la peur dans la région, il a déploré que les pays arabes s'apprêtent à participer, en tout cas les pays arabes qui s'apprêtent à participer ne le feront que parce qu'ils étaient inféodés aux États-Unis. Il les a donc appelés à revoir leur position et surtout, je cite, à ne pas payer par leur présence à Manama leur dette à Washington aux dépens des Palestiniens. Car pour Erekat, je cite toujours, le potentiel économique de la Palestine ne pourrait être pleinement atteint qu'avec la fin de l'occupation israélienne, le respect du droit international et des résolutions de l'ONU. Et de préciser encore, il s'agit là d'une position palestinienne collective. C'est intéressant de noter qu'il accentue cet aspect, j'allais dire, collectif. C'est la position du président Mahmoud Abbas et du comité exécutif de l'OLP qui ont été transmises à tous les mouvements et factions politiques palestiniens, aux acteurs du secteur privé et de la société civile. Et il poursuit en disant « L'autorité palestinienne n'enverra donc aucun représentant d'aucune sorte pour négocier en son nom. Tous ceux qui veulent servir les intérêts du peuple palestinien doivent respecter cette position collective. » Alors, troisième remarque, la réaction à ce refus, celle de Jason Greenblatt, l'envoyé du président Trump au Moyen-Orient et co-auteur de ce plan de paix avec le gendre du président Donald Trump, Jared Kushner. Qu'est-ce qu'a dit Greenblatt ? Les Palestiniens feraient erreur s'ils ne se joignaient pas à nous, car ils n'ont rien à perdre et beaucoup à gagner dans ce forum, et bien sûr, le choix leur revient.
Fin de citation. Quant à Kouchner, Jared Kouchner, il a vivement remercié le Bahreïn d'accueillir cette conférence en ajoutant avec pas mal d'euphorie, il faut le dire, « Nous avons voulu aller de l'avant en mobilisant ensemble des leaders politiques et économiques au travers de toute la région et du monde afin de construire un consensus sur les mesures les plus adéquates que la communauté internationale doit adopter pour développer les bases d'un avenir prospère. » Enfin, dernière remarque, précisons que pour l'instant, le seul homme d'affaires palestinien à avoir annoncé sa présence au Bahreïn est le fameux Ashraf Jabari, un industriel de Hebron assez dissident du courant majoritaire palestinien qui entretient des liens étroits avec l'administration Trump et aussi les habitants juifs de sa région. Quant aux Émirats arabes unis, au Qatar et à l'Arabie saoudite, ils ont aussi fait savoir qu'ils enverraient des délégués au Bahreïn. Enfin, le ministre des Affaires étrangères du Bahreïn, Khalid bin Ahmed Al-Khalifa, a précisé que ce forum, je cite, n'avait pas d'autre but que d'aider les Palestiniens par le développement de leurs capacités et de leurs ressources. Et puis, pour terminer, selon un haut responsable de Manama, le royaume se tient en effet aux côtés de ses frères palestiniens pour la restauration de leurs droits légitimes sur leurs terres et l'établissement d'un État palestinien avec Jérusalem-Est pour capitale. Alors, pour parler de tout cela avec nous, à mes côtés dans le studio, Pascal Zonshine. Pascal, vous êtes ce qu'on peut appeler une journaliste au long cours, analyste de la scène israélienne et régionale et actuellement rédactrice en chef du site internet d'analyse très approfondie sur Israël, justement intitulé Menorah.info, lequel a été lancé voilà quelque temps par le philosophe et sociologue juif français, le professeur Shmuel Trigano, qui est maintenant et désormais installé à Tel Aviv. Alors, absolument. La première question qui tombe sous le sens après cette présentation, c'est de vous demander pourquoi l'administration américaine, de manière un peu inattendue, il faut le dire, a choisi de lancer maintenant ce premier volet de l'aspect économique de son plan par ce forum au Bahreïn. Inattendu ou déjà très 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 attendu, puisque finalement on parle pratiquement depuis le début de l'administration Trump de son projet de règlement du conflit israélo-palestinien, donc au point que ça en était presque devenu une arlésienne dans les pages internationales des grands médias. Donc non, inattendu, je pense pas. Non, l'aspect économique d'abord, c'est ce que je voulais... Non, même pas l'aspect économique d'abord. Finalement, ça reste très, très trumpien, tout ça. On a vu effectivement le président républicain avoir d'abord un style assez proclamatoire dans sa diplomatie, mais aussi quelqu'un... businessman. Puisqu'il vient du milieu des affaires, il faut pas l'oublier. Donc quelqu'un dont le mode de pensée, dont l'état d'esprit est aussi formaté par une approche plus économique et donc plus pragmatique de l'ensemble des problèmes, y compris politiques et y compris diplomatiques. Donc l'idée finalement de reprendre ce dossier inextricable par son aspect économique, a priori, oui, pourquoi pas. L'idée peut être intéressante. Il faut voir évidemment maintenant dans quelle mesure il a une capacité de persuasion ou des arguments suffisants pour convaincre les autres acteurs de se joindre à son idée. Mais non, je pense effectivement que cette idée de commencer par l'économie, en tout cas dans la logique de Trump, c'est tout à fait cohérent. Et d'après les éléments en votre possession, pourquoi précisément au Bahreïn et pas ailleurs ? Je crois qu'il fallait évidemment que cette première étape, au moins symboliquement, ait lieu dans la région, ait lieu au Moyen-Orient. Finalement, Bahreïn, oui, pourquoi pas. C'est un État qui est à la fois, disons, géographiquement pivotal, en même temps... Dans l'œil du cyclone aussi, il faut le dire. Aussi, ce qui est généralement, en cas de cyclone, le lieu le plus tranquille. Mais, disons, trêve de plaisanterie météo, c'est aussi un État qui est, disons, plus ouvert, qui a une certaine forme de neutralité, ou en tout cas acceptable par l'ensemble des acteurs. Donc finalement, oui, le choix de Bahreïn, à ce stade, paraît judicieux. Alors, outre le fait que les Palestiniens rejettent la logique américaine et occidentale basée sur le principe que l'argent, comme on vient de le dire, et l'économie pourraient résoudre tous les problèmes, comment expliquez-vous leur refus formel et immédiat de participer à ce forum, avec la réserve que je ferai maintenant, c'est que même si tous ceux qui connaissent les réalités émouvantes du Moyen-Orient savent bien que tout pourrait changer dans leur position, y compris quelques jours avant le début de cette conférence
Il y a une remise en cause profonde des principes sur lesquels s'est édifiée l'autonomie palestinienne depuis maintenant 26 ans. Ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir à Ramallah, et d'une certaine manière indirectement aussi à Gaza, sont la conséquence, le résultat, le fruit de toute cette construction diplomatique des accords d'Oslo. Donc effectivement, à partir du moment où arrive un leader, une puissance et qui participe à ce processus depuis son origine, qui renverse la table, qui rebat les cartes, c'est évidemment éminemment déstabilisant pour ceux qui étaient restés formatés sur cette idée de formule à deux États et de règlement des problèmes, des questions de fond avant la normalisation. Subitement arrive quelqu'un qui jette tout ça par terre et qui dit non, maintenant on recommence avec une toute autre conception. Donc évidemment, ça a de quoi déstabiliser dans un régime, celui de l'autorité palestinienne, qui par essence n'est pas non plus une structure très souple et très ouverte au changement. Mais je crois me souvenir, il faudra qu'on le date dans notre entretien, mais que cette formule, la paix économique, avait été celle d'un des gouvernements Netanyahou, après les échecs successifs d'Oslo et le fait que les accords ne donnaient plus du tout d'avancée. Je crois que l'avant-dernier gouvernement Netanyahou, en s'adressant surtout à Ramallah et aux grandes villes de Judée-Samarie, avait proposé déjà cette formule de la paix économique, dont on peut dire qu'elle a à moitié marché, dans le sens où oui, il y a une prospérité, il y a un développement certain de ces grandes villes, mais en même temps, ça n'a pas eu de retombées sur une quelconque avancée politique. Oui, mais paradoxalement, là, justement, à mon avis, il y a une direction, là aussi, à surveiller, à ne pas négliger des initiatives locales. Le fait, oui, que Benyamin Netanyahou, finalement, très calmement, très discrètement, ait proposé un programme, disons, de manière comme ça, au quotidien, une chose entraînant l'autre, de relations économiques finalement entre Israël et l'autorité palestinienne, qui, bon an, mal an, effectivement fonctionne sans bruit, sans vague. Alors évidemment, ça ne fait pas les gros titres, mais cette coexistence économique, elle existe. Le résultat d'ailleurs de cette coexistence et de cette collaboration, c'est que le niveau de vie moyen des habitants de Judée-Samarie, des habitants palestiniens de Judée-Samarie, a énormément augmenté en contraste avec celui de Gaza, avec ceux des habitants de Gaza. Absolument. Bon, là, de toute façon, alors là, il y a un autre phénomène, c'est celui effectivement de la rupture persistante entre les deux territoires qui constituent l'autonomie palestinienne. Bon, là aussi, avec un certain nombre de calculs politiques et diplomatiques aussi de la part d'Israël quant à l'intérêt de maintenir ces deux entités séparées. On y reviendra peut-être. Mais disons que on peut dire que cette espèce de gestion, de diplomatie à bas bruit, exactement comme on parle de gestion de conflits à basse intensité, on a un petit peu aussi une gestion de diplomatie à basse intensité qui se déroule effectivement sans aucun écho entre l'autorité palestinienne et Israël. Alors quand arrive évidemment là-dedans, dans le jeu, un acteur de la taille, du volume et de l'occupation d'espace des États-Unis et de son président, oui, là évidemment tout le monde se crispe, tout le monde commence à avoir un petit peu peur sur la façon dont les choses vont évoluer, mais il ne faut pas croire que ça arrive effectivement sur un terrain totalement vierge. Alors essayons ensemble de restituer la genèse de ce refus palestinien qui a l'air, malgré les réserves que j'ai émises, que peut-être les choses pourraient changer. En fait, pour l'instant, c'est une position de principe bien claire que l'autorité palestinienne n'enverra aucun délégué. Elle fait plus, puisque j'ai même cité les appels aux autres pays arabes à ne pas participer à ce sommet. Alors, cette genèse du refus palestinien, est-ce qu'elle a commencé avant qu'on parle du plan du siècle? Est-ce qu'elle n'a pas commencé par la fameuse déclaration de Jérusalem, donc de Trump, qui a, en décembre 17, donc a
a reconnu, oui, Jérusalem comme capitale, ce qui était pour les Palestiniens un coup d'épée terrible. Je crois que ça a même commencé, en fait, dès l'investiture de Donald Trump, dès ses premières prises de parole sur le Proche-Orient et en particulier sur la situation du conflit israélo-palestinien. Je crois effectivement que là, on a vu quelqu'un qui se démarquait de la position diplomatique américaine constante depuis 1994, on peut même dire depuis 1993 et même un peu avant. Sa première rencontre avec Benjamin Netanyahou, qui a été en fait d'ailleurs un des premiers chefs d'État et de gouvernement qui l'ait reçu tout de suite après son entrée en fonction. Et dès le début, le président Trump avait dit oui, 2 États, oui, non, peut-être, ce qui conviendra le mieux au parti. Là, déjà, donc il avait rejeté le dogme de la solution à 2 États, c'est ça? Absolument. Alors là, ça a été, oui, coup de tonnerre dans un ciel diplomatique serein. Comment est-ce qu'on peut remettre en question le fondement absolu de ce qui paraît être le règlement du conflit? Et une chose entraînant l'autre, effectivement, après aussi un certain nombre de remarques et d'ailleurs de manière plus générale, sur le rôle de financier des États-Unis, d'un certain nombre de pays, d'organisations internationales, etc. Trump regardant les comptes et commençant à s'émouvoir On va parler de l'UNRWA, mais dès avant, il me semble qu'après la décision sur Jérusalem, la déclaration de Jérusalem, elle était concomitante à quelques semaines près avec les révélations faites par les services israéliens, selon laquelle eh bien, l'autorité palestinienne consacrait des millions de dollars au paiement des familles des terroristes emprisonnés en Israël ou des familles quand ces personnes ont disparu. Et donc l'administration Trump a commencé à prendre une série de mesures avant la question de l'UNRWA, de mesures, on pourrait dire, punitives contre l'autorité palestinienne, en réduisant son aide financière à l'autorité palestinienne, puis justement en s'attaquant au budget de l'UNRWA, cet organisme de l'ONU préposé aux seuls réfugiés palestiniens et qui est censé aider 5 millions, je crois, un peu plus de 5 millions de réfugiés qui sont présents pas seulement évidemment minoritairement en Cisjordanie, mais en Jordanie, au Liban, au Syrie, dans la bande de Gaza, et aussi à Jérusalem-Est, puisqu'il y a un camp là-bas, et qui est censé assurer des missions donc d'éducation et de services et de santé. Or, le président Trump a décidé de ne plus cofinancer l'UNRWA. Ça a été quand même un pavé dans la mare. Oui, absolument. Là, on a évidemment un deuxième tabou levé aussi de la part du président américain, alors que faut dire aussi, en ce qui concerne l'UNRWA, qu'il y a aussi une situation un petit peu ambiguë qui s'est créée au fil des années, à savoir que l'État d'Israël non plus n'est pas absolument certain de vouloir voir l'UNRWA disparaître, dans la mesure où il y a un certain nombre d'abord de responsabilités qui lui retomberaient sur les bras, et surtout d'une réaction en chaîne d'instabilité que ça pourrait déclencher. Donc là-dessus, il faut aussi avancer à pas compter et ne pas estimer que oui, on peut d'un trait de plume régler cette question, qui est effectivement, de toute façon, fondamentalement, un des abcès de fixation de ce conflit qui en empêche la résolution, à savoir, oui, un assistanat généralisé des Palestiniens dans la région et une manière de les figer dans leur statut de réfugiés, donc de leur interdire de reprendre leur destinée en main et de les laisser avancer dans le temps. Ceux qui voudraient aussi, par exemple, devenir des citoyens des pays dans lesquels ils résident depuis maintenant près de 70 ans. Mais en fait, ce que vous venez de dire, qui est très pertinent, est lié au fait que c'est surtout l'ONU qui a, entre la communauté internationale, qui a perpétué, en perpétuant les structures humanitaires de l'UNRWA, qui a en fait contribué en rien à résoudre le problème des réfugiés palestiniens. C'est le seul ensemble humain, la seule entité humaine depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale qui a une structure spécifique au sein de l'ONU pour traiter de ces réfugiés, alors que tous les autres sujets des réfugiés ont été réglés. Oui, alors bon, je crois là effectivement ça serait un débat à part entière de parler de l'UNRWA et des choix et des perspectives stratégiques qui ont guidé à la fois sa fondation, mais aussi son développement et son maintien, c'est-à-dire d'une certaine manière savoir aussi qu'on maintenait
un conflit permanent dans cette région du monde qui permettait aussi aux grandes puissances... Et aux pays arabes de la région. Et aux pays arabes aussi de la région. Mais plus, enfin, je pense que oui, là, le caractère stratégique, il faut l'étendre aussi aux grandes puissances. On était aussi dans une logique de guerre froide et d'affrontement via alliés interposés entre les États-Unis et l'Union soviétique. Ça date aussi de cette période-là. Donc il y a énormément de scories, il y a énormément à la fois de vestiges d'une autre époque, et puis oui, les acteurs arabes qui eux aussi craignant la normalisation avec Israël et n'ayant pas encore aussi admis la pérennité d'Israël, de l'État d'Israël dans la région, espérait effectivement que... perpétuer le conflit à travers le maintien d'un statut de réfugié pour un nombre effectivement infini d'individus. D'individus et leurs descendants, ce qui fonde la revendication palestinienne du retour des réfugiés, un des dossiers du contentieux parmi les plus complexes, puisque tout à fait. Évidemment les positions israéliennes et palestiniennes on n'a jamais été aussi opposés. Alors, on était en train d'établir ensemble la genèse de ce refus palestinien. Dans cette période que vous avez à juste titre qualifiée de très transitoire au niveau géopolitique, pas seulement au niveau des nouvelles figures politiques comme le président des États-Unis, mais à ce titre, il y a quand même un phénomène intéressant, c'est que, je le signalais tout à l'heure, les grands pays arabes sunnites comme l'Arabie Saoudite, l'Égypte, le Qatar ont répondu présent à l'appel de Trump, bien que l'Égypte aussi pourrait émettre des réserves, puisqu'ils ont éconduit il y a quelques semaines l'alliance militaire avec les États-Unis. Est-ce que là, on n'a pas aussi une nouvelle donne, à savoir le ras-le-bol, enfin en tout cas des dirigeants saoudiens, qataris peut-être, et en tout cas ceux des Émirats du Golfe, qui en ont ras-le-bol de l'irrédentisme et de la stagnation palestinienne. Est-ce que c'est pas aussi ce qu'on touche du doigt dans on ne peut pas effectivement exclure une forme de lassitude, d'exaspération presque aussi de la part des pays de la région qui voient ce conflit sans fin finalement aujourd'hui, qui de leur point de vue n'a plus vraiment de raison d'être. On les imagine mal aujourd'hui reprendre collectivement les armes contre l'État d'Israël dans l'espoir de le rayer de la carte. Alors oui, justement, le temps aussi a fait son œuvre et aussi avec lui, le principe de réalité aussi de la part des États de la région qui disent, ben oui, voilà, ok, ça y est, ça nous plaît peut-être pas tellement, mais l'État d'Israël est là pour rester, donc il va bien falloir faire avec. Et évidemment, ne pas oublier dans cette réalité régionale le rôle de l'Iran, qui a aussi des effets fédérateurs inattendus. Et on le voit déjà depuis un certain nombre d'années, de rapprochement entre un certain nombre d'États sunnites et l'État d'Israël face à une menace considérée comme commune et dangereuse. On y reviendra peut-être sur l'Iran, mais ce qui est intéressant à propos des pays arabes sunnites, comme l'Arabie Saoudite, c'est que je citais dans cette émission, à l'occasion d'un autre débat, plusieurs revues de presse qui portaient toutes le même titre, disant que la cause palestinienne n'est plus aujourd'hui une raison suffisante pour ne pas entretenir de relations avec Israël. Et on touche ça du doigt. Alors voilà, la question aussi, c'est évidemment quelle relation avec Israël. Il reste quand même un tabou énorme, il ne faut pas se leurrer. Oui. Il n'y a pas d'ambassade de Riyad à Tel Aviv pour l'instant. Non, pas encore. Et puis dans ce cas-là, peut-être que le jour venu, l'Arabie Saoudite installera directement sa représentation diplomatique à Jérusalem, pourquoi pas. Mais disons que pour l'instant, oui, il y a, voilà, on est effectivement entre, je dirais, deux phénomènes qui se télescopent ou en tout cas qui se font face. Oui, c'est le principe de réalité d'un côté et le principe d'identité, si je puis dire, de l'autre. Le fait d'avoir effectivement fondé une certaine vision du monde arabo-islamique aujourd'hui sur les lieux saints, sur la mosquée, Al-Aqsa, etc. Est-ce qu'effectivement ils sont prêts aujourd'hui à reconnaître l'État d'Israël aussi comme un État-nation et c'est encore quelque chose qui bloque énormément.
Absolument. Alors, si on va maintenant un peu plus au fond des choses, parce que finalement, ce débat sur le forum, le plan de Trump, etc., il vient là, comme vous le disiez, focaliser des tendances et je dirais des phénomènes qui existent sur le fond dans ce conflit depuis fort longtemps. On citait donc évidemment la déclaration de Trump sur Jérusalem comme une espèce de cause extérieure un petit peu. On citait les budgets de l'UNRWA et les budgets finançant l'autorité palestinienne, mais il y a quand même d'autres phénomènes. Alors on pourrait... le principe même de l'immixtion dans l'avenir palestinien des pays arabes. C'est quelque chose que... J'ai là une citation d'un des dirigeants de l'autorité palestinienne qui a déclaré il y a quelques jours, « Seuls les Palestiniens sont à même de pouvoir décider de leur avenir ». Est-ce qu'il n'y a pas sur le fond, de la même manière qu'Arafat, en son temps, avait rejeté les accords de Camp David en 1979, les accords de Camp David entre Israël et l'Égypte, oui. Eh bien, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que les chefs palestiniens actuels refusent le principe d'une ingérence arabe dans leurs affaires? Ils redoutent une dynamique qui verrait donc des États arabes et Israël proposer une solution à ce conflit, bien que d'ailleurs les Saoudiens soient descendus de leur projet d'initiative saoudienne, c'est aussi intéressant. Alors une solution qui promouvrait le statut d'Israël dans la région et affaiblirait leur irrédentisme anti-israélien à eux. Et ce, alors que le Hamas et le djihad islamique, qui, comme vous le disiez, bénéficient du soutien direct de l'Iran pour tirer des roquettes sur Israël, ont le pouvoir, en fait, de tout saboter. C'est-à-dire qu'il y a un partage des tâches aussi chez les Palestiniens. Oui, mais de toute façon, les États arabes ont toujours été présents dans les affaires politiques palestiniennes. À nouveau, on n'arrive pas sur un terrain vierge, on n'arrive pas sur... on est avec des vieilles valises. Ah, exactement, on est avec des vieilles valises, et ces vieilles valises, elles sont déjà sur place depuis longtemps. La Jordanie a toujours des relations particulières avec l'autorité palestinienne, ne serait-ce d'ailleurs que parce que c'est ça, disons, pour la partie Cisjordanie, donc Judée-Samarie, la frontière internationale, même si elle est encore contrôlée évidemment par l'État d'Israël, mais le premier contact vers le monde arabe, c'est vers la Jordanie. La Jordanie conserve, au titre d'ailleurs des accords de paix aussi signés avec Israël en 1994, un rôle particulier sur la garde des lieux saints musulmans en vieille ville de Jérusalem. Du côté de la bande de Gaza, on a évidemment l'Égypte, qui a une frontière commune avec le territoire côtier et qui est plus que largement impliqué, et pas seulement médiateur dans ce qui se passe à Gaza. Et puis on voit successivement aussi un certain nombre de monarchies du Golfe ou d'émirats du Golfe intervenir, à commencer par le Qatar, qui est devenu le financier principal et celui qui apporte, à propos de valises, tous les mois à Gaza, des valises pleines de dollars. Les liquidités, effectivement, dont les Gazaouis les plus démunis ont absolument besoin. Donc oui, les Arabes ont toujours été là, finalement, dans ces affaires politiques palestiniennes. Alors, allons plus au fond, encore une fois, sur la genèse de ce conflit, puisque, comme vous le disiez, on ne peut pas comprendre les atermoiements et les accros autour qui commencent à peine, d'ailleurs, autour du plan Trump ou de son volet économique, sans tenir compte de tout le passé, de toute la genèse bien pesante de ce conflit. Alors, l'un des problèmes de fond, ne pensez-vous pas, c'est que si on fait le bilan depuis 47-48 des 18 refus, je les ai comptés, 18 refus palestiniens successifs de tous les plans et initiatives de paix qui ont été proposés, soit par Israël, soit par la communauté internationale ou ensemble. Donc ce refus d'aller de l'avant, est-ce que la véritable raison... c'est un sujet qu'on a quelquefois abordé dans nos débats ici, dans ce magazine, de ces rejets, tient au fait que l'OLP et le Hamas, malgré ce qui les oppose, excluent tout accord qui légitimerait l'existence d'Israël en tant qu'État juif dans cette région. Parce que pour eux, le territoire de la Palestine, à l'est comme à l'ouest du Jourdain, appartient à la Oumma, c'est-à-dire la nation arabe, et revient donc de droit au peuple palestinien. Et pour meilleure preuve de ce que j'avance, c'est que les chartes de l'OLP et du Hamas définissent elles-mêmes de manière presque dans les termes semblables les Juifs non comme un peuple-nation, mais comme les membres de l'une des deux religions du livre, avec les chrétiens. Et à ce titre, ces deux textes fondateurs, la charte de l'OLP et celle du Hamas, dénient tout droit à un État souverain juif au Moyen-Orient. Et ce, d'autant qu'Israël, en plus, c'est ça aussi qui est compliqué, on en parlait tout à l'heure,
dans d'autres termes, avec le Rav Dinovitch sur les causes, disons, spirituelles, voire religieuses du conflit, ou ses fondements en tout cas, c'est que Israël serait installé sur les terres islamiques du Dar al-Islam, c'est-à-dire la partie du monde déjà aux mains de l'islam, et le seul droit des Juifs serait de vivre comme des dhimmis dans les pays arabes de la région, thèse qui invalide le plan Trump, reconnaissant Israël comme l'État du peuple juif. Donc on est, en fait, le fond du problème, est-ce que c'est pas là qu'il se trouve ? Je crois que le fond du problème, il est dans l'instrumentalisation, dès le départ, des populations palestiniennes comme noyau, moteur et fondement du conflit qui s'est installé dans la région. Le fait, effectivement, que les pays arabes autour aient pris la cause palestinienne, finalement, comme le moyen de perpétuer le conflit contre l'État d'Israël dans l'objectif déclaré de le supprimer, qui était donc le point de départ, finalement, eh ben, ce processus a fini par prendre sa dynamique propre, c'est-à-dire que d'un côté, les relations, disons d'abord la pérennisation d'Israël, les relations avec les pays voisins, on a quand même 2 traités de paix avec les voisins immédiats que sont la Jordanie et l'Égypte, et des traités de paix qui tiennent, quoi qu'on en dise, sur le degré de chaleur de cette paix entre les peuples, en tout cas entre les États, elle est là et bien là. Donc il y a cette évolution, mais d'un autre côté, en disons donnant comme seul élément légitimement le maintien du conflit israélo-arabe, le non-règlement de la question palestinienne, les Arabes eux-mêmes ont créé finalement une sorte de golem qui s'est levé, qui a pris sa propre identité, sa propre dynamique. Il a été créé pour maintenir un conflit, mais aujourd'hui, est-ce que ce faisant, il n'a pas été créé un peuple palestinien qui, lui, du coup, voilà, sur quel fondement se justifie mon existence ? Sur celui de l'obtention d'un État avec Jérusalem pour capitale et le retour de nos réfugiés, puisque c'est ce qu'on nous dit depuis le début. C'est ça qui justifie notre existence. Donc nous, continuons sur ces bases. Si on leur retire ces bases, on leur retire les fondements de leur existence. Donc ils ont de quoi être inquiets. Alors on va connaître dans quelques temps, on ne sait pas très bien quand, cet été, à la rentrée, les tenants politiques du plan Trump. Il y a quelques fuites, on parle d'échanges de territoires, y compris avec l'Arabie Saoudite, la Jordanie, c'est pas très clair, on va le savoir. Mais au-delà de ça, est-ce que vous pensez qu'autour de cette initiative, et si elle arrive à mordre un petit peu plus que qu'on puisse le déterminer aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les pays arabes dont nous venons de parler, que ce soit l'Égypte ou l'Arabie Saoudite, seront capables à un certain moment de renoncer à ce dogme surtout défendu par l'Europe et la communauté internationale et l'ONU, cette fameuse solution à 2 États? Est-ce qu'il peut y avoir un nouveau concept? Alors là, on anticipe parce qu'on ne connaît pas les contours du plan Trump, et puis Trump a été lui-même assez équivoque, comme vous le disiez, en disant un État, pas d'État, ça dépend de ce qu'on pourra voir émerger du point de vue des parties prenantes. Est-ce que vous pensez qu'en ce qui concerne la région, que la phase, peut-être pas la prochaine, mais la phase d'après de certains gouvernements des capitales arabes sunnites aujourd'hui, ça va être peut-être de comprendre qu'il n'y a pas que la solution à 2 États comme perspective? C'est évidemment la question à 68 milliards de dollars. Et c'est là-dessus, bien sûr, que tout se joue. Qui suis-je pour faire des pronostics là-dessus? C'est toujours le problème aussi des solutions amenées de l'extérieur. Et on sait que dans cette région du monde, ça a souvent du mal à passer. On se souvient au début des années 2000 du plan Bush, du président George W. Bush sur Greater Middle East Initiative avec Condoleezza Rice à la manœuvre. Mais c'est lui qui a inventé cette formule, la solution à 2 États d'ailleurs, non ? Non. La solution à 2 États, elle est déjà à l'intérieur des accords d'Oslo. Mais
disons qu'il ne l'a pas remise en cause, mais l'idée effectivement de proposer au Moyen-Orient une solution venue de l'extérieur qui va résoudre tous leurs problèmes, c'est vrai que généralement c'est pas très très bien perçu dans la région, et on l'a vu, et puis évidemment ça a été exploité aussi par l'Europe par exemple, trop heureuse de voir les États-Unis contester dans le monde arabe. Donc bon, ça c'est les jeux diplomatiques et stratégiques dont on a l'habitude. Est-ce qu'aujourd'hui Trump va être capable de convaincre les pays arabes de renoncer à la formule à 2 États parce qu'ils ont plus à gagner à une normalisation, et que aussi en abandonnant la situation à 2 États, puisque c'est son idée, les Palestiniens vont eux aussi pouvoir reprendre leur destin en main et surtout retrouver ou obtenir un mode de vie avec de vraies perspectives d'avenir économique, matériel, social et des perspectives pour le futur. Bon, effectivement, c'est vrai que c'est là-dessus que tout va se jouer. Alors, une dernière question, parce qu'on arrive presque au terme de notre entretien, c'est justement dans la perspective que vous dessinez, dans la problématique que vous dessinez, autour ou non de la solution à 2 États, est-ce qu'on peut tout de même, du point de vue, pas seulement israélien, mais du point de vue d'une certaine lecture de la genèse de ce conflit, on ne peut pas considérer tout de même que finalement les Palestiniens ou la cause palestinienne a complètement raté son examen de passage avec l'échec des accords d'Oslo. Parce que on parlait de Shmuel Trigano. Shmuel Trigano a écrit un excellent un livre collectif qui s'intitule La guerre d'Oslo, et non pas le processus de paix d'Oslo, dans lequel il démontre avec d'autres auteurs que en fait, au lieu de saisir l'occasion tout de même de la main qui avait été tendue par Israël et son gouvernement à l'époque de gauche, et aussi avec toute l'aide de la communauté internationale, il y avait vraiment là, pour le leadership palestinien, une occasion s'il avait voulu vraiment construire une paix de 2 États côte à côte, il aurait pu investir le cadre des accords d'Oslo pour faire tout autre chose que ce qu'il a fait, puisque finalement le plan d'Arafat, c'était le fameux plan du cheval de Troie, qui était d'ailleurs initialement annoncé à sa manière par un grand président égyptien, le président Sadat. C'est d'ailleurs pourquoi il a fait des accords avec Israël, c'est qu'il avait expliqué stratégiquement qu'il était impossible de rayer Israël militairement de la carte. Il fallait d'abord, on ne pourrait jamais récupérer justement toute la Palestine. Il fallait donc que le monde arabe, s'il voulait marquer des points contre Israël et le déstabilise, en créant un État palestinien dans les territoires acquis à Israël pendant la guerre des 6 jours en 67, et ensuite de là on verrait bien comment la situation évoluait, mais c'était évoluerait. Or en fait la direction palestinienne, celle de l'OLP, d'Arafat et du Fatah, ont investi, et je ne parle même pas du Hamas qui a été lancé aussi par ce radicalisme d'Arafat, ont investi les accords d'Oslo exactement pour les retourner contre Israël, et pour que ce soit non pas une paix qui se fasse, puisque les accords d'Oslo c'était par étapes, c'était des accords temporaires, si je me souviens bien. C'était une phase de l'autonomie, c'était la sortie progressive de Tsahal des grandes villes palestiniennes. Oui, seulement à partir du moment où vous créez une nouvelle réalité, vous ne pouvez pas contrôler toutes ces conséquences. Qu'Arafat soit entré dans le processus, dans l'idée effectivement de suivre le plan envisagé par Sadat, oui, de mettre un pied à l'intérieur pour être mieux en mesure de détruire ce qu'on ne peut plus détruire par l'extérieur, finalement on a vu le résultat. On célèbre cette année le 40e anniversaire de la paix avec l'Égypte. C'est finalement quelque chose que plus personne ne remet en question. On a plus d'une génération d'Égyptiens maintenant qui sont nés en ne connaissant qu'une situation de paix avec l'État d'Israël. Effectivement, les choses n'ont peut-être pas exactement suivi le plan initial, et c'est très bien comme ça. Alors la dynamique effectivement palestinienne, pour l'instant elle patine, elle recule, elle s'enraye, mais elle existe, qu'on le veuille ou non. La réalité palestinienne aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on peut effacer. Elle est là, et il faut effectivement lui trouver une solution. Est-ce que c'est celle que proposera Donald Trump qui sera la bonne ? On sera plus sage dans quelques semaines. Alors en tout cas, il faut bien s'accrocher dans ces périodes justement que notre tradition qualifie des fois de Ben Hashmashot, ni jour ni nuit. On est dans une période transitoire, comme vous le disiez, avec de nouveaux visages, de nouvelles idées. On est dans ce corridor pour encore assez longtemps. Je vous remercie d'être venu, Pascal. Merci, et merci à ceux qui nous ont écoutés. À la semaine prochaine.